J'ai le plaisir d'accueillir Pascal Villa, donc, qui nous fait l'honneur d'être là aujourd'hui et de venir nous parler du criblage. Donc un grand merci à lui d'être présent aujourd'hui et donc je vais donc lui laisser partager son écran et nous présenter le criblage. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Euh, Merci à la Fondation de nous avoir donné l'opportunité de discuter un petit peu, de vulgariser la recherche que l'on mène tous les jours. Merci à Michael d'avoir contribué majoritairement à cette organisation. Donc aujourd'hui, euh, on va vous parler du criblage, les secrets du criblage. Évidemment, on n'aura pas le temps de tout dévoiler, néanmoins, on va essayer d'expliquer à minima ce dont il s'agit. Donc, personnellement, je suis directeur d'une plateforme de recherche. C'est une unité d'appui et de recherche du CNRS et de l'Université de Strasbourg, au sein de laquelle nous développons des essais et réalisons des criblages à haut débit pour identifier des composés actifs dans le but de trouver des candidats médicaments. Euh, cette plateforme, notre plateforme, s'intègre dans l'infrastructure de recherche CamBioFrance, qui est composée des 4 piliers que vous pouvez voir sur la diapositive présente. Et aujourd'hui, on est dans le cadre du pilier criblage dont j'assure la codirection. La recherche, la découverte d'un médicament se fait en plusieurs étapes. La première étant la recherche en préclinique et dans ce cadre, il y a tout un volet qui concerne l'identification des cibles et l'identification de futurs candidats médicaments. Donc aujourd'hui, on est dans l'étape du criblage et on va essayer de définir ce qu'est le criblage, à quoi ça sert et comment c'est réalisé. Avant de démarrer d'entrer dans le vif du sujet, il faut savoir qu'il existe différentes stratégies pour rechercher des nouveaux médicaments. L'une d'elles consiste à modifier ou améliorer des molécules actives existantes. Et donc, je cite un exemple ici de la lovastatine, qui est une deuxième application. On peut également exploiter des découvertes liées au hasard ou des effets secondaires observés en clinique. C'est l'exemple du sildenafil, le Viagra, qui est vendu plus aujourd'hui pour son activité secondaire que primaire. On peut également tester des médicaments existants sur des nouvelles cibles. Il s'agit dans ce cas-là de faire du repositionnement. Et la dernière stratégie consiste à cribler systématiquement beaucoup de composés afin de trouver des nouveaux composés actifs. Alors, qu'est-ce que le criblage? Le criblage, en anglais, s'appelle screening. Et il s'agit d'un tri, tout simplement. Et cribler, c'est l'action de passer au crible, donc de trier. On a un exemple ici d'un tamis, donc d'une passoire, qui permet de séparer ce qui nous intéresse de ce qui ne nous intéresse pas. Au niveau de l'industrie pharmaceutique qui a développé ces stratégies de criblage à haut débit, là, ça consiste à tester un grand nombre de molécules sur un modèle biologique dans le but de trouver des composés actifs. On va les appeler touches et en anglais hit. Alors, j'ai effectivement dit que c'était développé dans l'industrie pharmaceutique. Ça a été repris ensuite également dans le milieu académique qui réalise également des criblages à ce jour, notamment dans le cadre de l'infrastructure ChemBioFrance. Alors, un petit mot sur les cibles, parce qu'on parle beaucoup de cibles, de modèles biologiques, etc. Et parfois, ça peut prêter à confusion. La cible, c'est vraiment l'objet qui nécessite de trouver un composé actif. Donc, la cible, ici, dans le cadre d'un criblage, va nous permettre d'identifier des molécules qui agissent sur elle et ensuite, on va affiner le travail en essayant de sélectionner les meilleures molécules, donc celles qui vont
toucher le plus près au but. Évidemment, ce qu'on ne veut pas, c'est ça, c'est taper à côté. Alors pourquoi j'ai mis cette image? C'est parce que ça peut arriver. Euh, Parce que dans certains cas, la cible peut-être n'est pas la plus adaptée, ou la collection de molécules qu'on a choisie eh bien, n'arrivera pas à toucher cette cible. Et donc, ça veut dire qu'il faut peut-être repartir sur une autre collection de molécules. Dans notre cas, le filtre, le tamis, ce sera notre modèle biologique. Et il peut être constitué de cellules, de constituants cellulaires, de protéines, d'acides nucléiques, même parfois de bactéries de levure, jusqu'aux petits animaux. Et je vais revenir là-dessus. Le matériel à cribler, ce sera des molécules chimiques, des extraits de plantes, ou dans d'autres cas, des siRNA, des fragments, mais il y a d'autres possibilités. Nos modèles biologiques, j'en ai mis un certain nombre ici, sur la gauche. Ça peut être des cellules humaines, ça peut être des levures. Et quand je parlais de petits animaux, il s'agit évidemment d'animaux de taille très modeste, comme ici le nématode Caenorhabditis elegans, qui mesure quelques millimètres. Le plus grand modèle étant le poisson zèbre, qui fait quelques centimètres au maximum. Alors pourquoi on peut faire du criblage sur ces modèles-là? C'est parce qu'on arrive à miniaturiser. Et qu'on arrive ensuite à réaliser des mesures. Ce qui veut dire que plus on augmente la taille du modèle biologique, et moins c'est possible d'avoir un débit élevé. Donc ici, vous avez des représentations tridimensionnelles de molécules chimiques qui vont essayer d'agir sur les modèles qu'on a mis en place. Donc quand on parle du poisson zèbre, par exemple, ou du nématode, ou même de lignée cellulaire, il s'agit dans ce cas du modèle biologique qui va se rapprocher le plus de la maladie qui est ciblée. Dans le cadre du poisson zèbre, on peut très bien apporter des mutations, de même dans le nématode ou dans les cellules, apporter des mutations qui sont les mêmes que celles observées chez les malades, de façon à pouvoir ensuite tester des molécules qui vont essayer de réverser le dysfonctionnement observé. Voilà, donc la cible va nous permettre de rechercher le dysfonctionnement lié à la maladie. On va identifier ce qui est responsable. Cette partie biologique deviendra la cible de nos molécules. On peut parler le plus souvent, la cible étant un gène, une protéine dans la cellule. Après avoir identifié cette cible, il est possible de développer des modèles d'études pour la caractériser. Après cela, il s'agit de mettre au point des essais pour permettre d'identifier des molécules actives. Quand on parle de mise au point d'essais, ce sont des systèmes qui permettent de faire des mesures, de pouvoir quantifier pour identifier facilement à l'aide de machines. Le criblage de molécules permettra alors de sélectionner les molécules pouvant potentiellement devenir les futurs candidats médicaments recherchés. Il faudra donc miniaturiser et automatiser, parce qu'on ne peut pas rester faire ça à la main. Vous avez une image ici d'une plaque 96 puits tenue par un opérateur dans lequel il va déposer du produit avec une pipette. Mais manuellement, c'est très long, c'est fastidieux et c'est source d'erreurs. Donc, pour pouvoir travailler dans ces formats 96, 384, voire 1536 puits et au-delà, il s'agit d'utiliser des machines, des robots de pipetage, parce que seules ces machines auront la fiabilité nécessaire et suffisante pour pouvoir être sûr que lorsqu'on a une molécule active, elle provient bien du bon puits identifié. Donc, comme vous pouvez voir sur la partie de gauche, plus on miniaturise, plus on diminue les volumes, et plus on peut augmenter la cadence de composés testés par jour, puisqu'on peut passer ainsi de 10 000 à 200 000 composés par jour, voire plus. Je vais maintenant vous citer deux exemples de ce qu'on peut faire lorsqu'on veut faire un criblage. Donc, dans un premier temps, je vais vous parler d'un modèle qu'on appelle modèle phénotypique. Donc, un modèle phénotypique, c'est un modèle
où l'on regarde, qu'on peut observer un phénotype particulier. Par exemple, la mort d'une cellule, c'est un phénotype. Vous avez ici ce qu'on appelle la chaîne d'identification des hits. Donc, à partir du test phénotypique, on va chercher des molécules actives qui vont, et ensuite, on cherchera à identifier la cible. Alors, ce que j'ai omis de vous dire, c'est que dans certains cas, pour certaines maladies, on ne connaît pas forcément la cible directement. Je donne un exemple. Ici, dans les SMA, les amyotrophies spinales infantiles, il y a une perte de neurones moteurs. Mais au départ, on ne sait pas quelle protéine est dysfonctionnelle. Mais par contre, on sait que les neurones meurent. Et donc, dans ce cas-là, on peut mettre au point un modèle phénotypique de mort cellulaire. Donc, on prend des neurones, comme ceci, neurones de la moelle épinière, on peut les mettre en culture. Ça, on sait faire. Donc, chaque point brillant ici correspond à un corps cellulaire d'un neurone et les prolongements neuritiques, donc axones et dendrites de ces neurones. On les met dans des boîtes, donc des plaques multipuits, comme celle montrée tout à l'heure, et on va provoquer leur mort, d'une part, tout en essayant, d'autre part, d'empêcher cette mort avec les molécules de chimiothèque. Donc, pour ceux qui ont assisté au dernier séminaire savent ce que c'est, mais pour les autres, les chimiothèques sont des collections de molécules. On va tester un maximum de molécules synthétisées par les chimistes pour voir si jamais il n'y en a pas une qui pourrait empêcher cette mort cellulaire. Et pour pouvoir observer ça, on prend des photos et ce qu'on observe ici, c'est un puits d'une petite plaque dans laquelle chacun des points brillants correspond à un neurone vivant. Donc on va réussir, à l'aide de logiciels et d'analyse d'images, à identifier, à dénombrer le nombre de donc les neurones vivants. Et par comparaison au contrôle, on saura si une des molécules testées est active ou non. Donc on compte ces neurones et on sélectionne les molécules actives. Et donc c'est un process qui semble très simple, néanmoins qui demande des appareillages très sophistiqués, du temps et du personnel qualifié pour pouvoir réaliser le travail et ensuite faire l'analyse. Un deuxième type de criblage, eh bien, c'est un criblage qu'on appelle moléculaire. On appelle ça target base. En fait, dans ce cas-là, on connaît la cible. La cible, ça peut être une enzyme, par exemple, qui fonctionne moins bien ou qui est surexprimée. Et je donne ici un exemple. Dans la maladie de Huntington, il y a une agrégation de protéines. On l'observe ici, la protéine, la huntingtine, s'agrège de façon exagérée dans la maladie, ce qui conduit à la mort cellulaire et à la maladie de Huntington. Et dans ce cas-là, on essaye de développer, enfin, on n'essaye pas, on réussit à développer, puisque ça a été réalisé, des essais qui permettent de tester des molécules pour empêcher l'agrégation de ces protéines, avec l'espoir que ces molécules pourront devenir le point de départ pour l'identification des candidats médicaments qui pourront à terme sauver, sauver les malades de Huntington. Mais il y a plusieurs flèches, comme vous le voyez, car le chemin est relativement long. Pour résumer ce que je viens de vous montrer, le criblage, eh bien, comment ça marche? D'un côté, on a des molécules chimiques. D'un autre côté, on a des cibles et on développe des modèles biologiques. On teste ces molécules chimiques sur ces modèles biologiques et ces cibles grâce à des essais. Donc, ces essais sont des systèmes qu'on a réalisés pour pouvoir observer ce qu'on recherche et identifier les molécules actives, comme par exemple tout à l'heure les points brillants qu'on pouvait dénombrer facilement.
Eh bien, tout ça, ça nous permet d'obtenir des molécules actives qu'on appelle des hits ou des touches en français. Malheureusement, quand on arrive à ce stade, on ne peut pas passer à l'homme directement, car le chemin est relativement long pour aller jusqu'au candidat médicament réel qui va aller en phase clinique ou l'outil pharmacologique. Il faudra réaliser de la chimie médicinale et ce qu'on appelle de l'ADM tox, qui sera l'objet du séminaire de la fois prochaine, pour l'acronyme étant absorption, distribution, métabolisme, élimination. Mais je ne vais pas plus loin sur ce point, puisque ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir, c'est que le criblage va s'arrêter ici avec l'identification de molécules actives, et c'est le démarrage du travail qui consiste, après avoir testé 10 000 à 100 000 molécules, donc développement d'essais, criblage qui prend entre 3 et 5 ans, sélection donc de molécules actives pour le développement préclinique avec des expériences donc physico-chimiques et sur les animaux qui prendra 1 à 3 ans, avant d'aller en développement clinique qui durera 6-7 ans pour identifier 5 à 10 molécules candidats médicaments les plus actifs. Et finalement, il ne leur restera plus qu'un en bout de course qui pourra être administré aux malades et que vous trouverez en pharmacie. Vous voyez que le taux d'attrition est très important. Et c'est pour ça que c'est important de pouvoir sélectionner plusieurs familles chimiques quand on est dans un programme de découverte de médicaments, car au fur et à mesure, il peut s'avérer qu'il y ait des effets secondaires inattendus de certaines de ces familles chimiques qui les font donc abandonner. Cette diapositive vous montre le nombre de médicaments qui sont mis sur le marché chaque année. C'est quand même pas très impressionnant. On voit qu'il y a une cinquantaine de médicaments, et encore là, dans les années 2006-7, vous voyez, il y avait qu'une vingtaine de nouveaux médicaments sur le marché. Ça a remonté ces dernières années. Et ce qu'il faut savoir, alors pourquoi je vous montre ça, c'est parce qu'en réalité, on travaille beaucoup sur les petites molécules chimiques et il peut y avoir des polémiques parfois en disant bon bah maintenant il faut faire que des biologiques, il faut faire puisqu'il y a des phénomènes de mode. Néanmoins, les petites molécules restent des outils très efficaces et qui sont la majorité des médicaments mis sur le marché encore aujourd'hui. Et il y a encore un bel avenir devant eux. Voilà, maintenant, une fois qu'on a fait tous ces criblages, on a trouvé des molécules actives, c'est bien, ça, on est content, seulement ça ne suffit pas, parce qu'il s'agit de transformer ces molécules actives, ces hits, ces touches, en composés chefs de file qui vont devenir les composés leaders dont on espère qu'ils deviendront les médicaments de demain. Donc, pour aller un peu plus loin par rapport à ça, il s'agit d'étudier toutes les propriétés de ces composés et ça fera l'objet d'une discussion le 17 octobre pour les personnes qui sont intéressées. Voilà, je pense que j'ai terminé ma présentation qui se voulait volontairement didactique et simple. Il ne s'agissait pas d'entrer dans des détails techniques de certains, comme j'aurais pu le faire pour une Tinton par exemple, ou même les SMA, mais il y a trop de maladies. Le choix est difficile. Mais si vous avez des questions et qu'on peut y répondre, on va essayer de faire au mieux.